Hallo allemaal, welkom op dit vierde en laatste politieke debat, georganiseerd door BESI, natuurlijk in bijzondere omstandigheden. We gaan in debat met de leden van de Brusselse regering en ondernemers. En we kijken natuurlijk vooral naar de toekomst, naar mogelijke oplossingen en opportuniteiten die na de crisis zouden moeten tot stand komen. Vandaag hebben we hier in de studio opnieuw de minister van de Brusselse regering, staatssecretaris Pascal Smet, bevoegd voor stedenbouw en erfgoed, Europese en internationale betrekkingen en ook buitenlandse handel. Welkom, meneer Smet. En natuurlijk opnieuw ook twee ondernemers. Deze keer is dat Pierre-Alain Franc van UPSI BVS, gedelegeerd bestuurder. UPSI BVS is de federatie van de vastgoedsector. En daarnaast hebben we ook Julien van de Lene. Hij is CEO van B-Park. En B-Park is een digitale beheerder van parkings. Maar ook vooral jullie thuis, via de Facebook Live, nodigen we natuurlijk uit om actief deel te nemen aan deze sessie. Dus hou u zeker niet in en stel al uw vragen op de chat. Wij zullen deze dan ook in het debat brengen. Nu, we zullen eerst van start gaan met een inleidende video. Een ondernemer zal daar ook een vraag richten aan de staatssecretaris. En het gaat hier over Leopold Koppieters. Hij is de oprichter van SkySun, is een onderneming in de sector van de zonnepanelen. En ze zijn eigenlijk bekend omdat zij onlangs een project hebben kunnen binnenhalen, met name de installatie van zonnepanelen op de daken van de abattoir in Anderlecht. Een van de grootste projecten in zijn soort. En ook heel uniek, want Monumentenzorg is daar ook mee akkoord gegaan. Maar we luisteren eerst naar Leopold Koppieters. Bonjour Monsieur Smet, je m'appelle Leopold Koppieters et je suis le cofondateur de SkySun. Il y a quelques semaines, SkySun a obtenu un permis d'urbanisme pour la rénovation des halles des abattoirs d'Anderlecht. C'est un monument classé et on a obtenu ce permis pour y placer une centrale photovoltaïque architecturale, c'est-à-dire une centrale photovoltaïque très discrète où on ne voit pas que ce sont des panneaux solaires. Alors ici, les gains économiques liés à l'énergie photovoltaïque permettent de financer le renouvellement de l'étanchéité du monument classé. Petite question pour vous, est-ce que vous pensez qu'il y ait d'autres monuments, que ce soit à Bruxelles ou en Belgique, qui puissent bénéficier de ce système, c'est-à-dire de mettre l'énergie renouvelable, c'est-à-dire le futur, au bienfait, au service de notre patrimoine culturel et donc quelque part de notre héritage. Merci. Voilà, meneer Smet, een duidelijke vraag. Zijn er inderdaad nog andere opportuniteiten in die soort hier in Brussel? Ja, absoluut. Il a parlé en français, je vais répondre en français alors. Oui, je pense notamment à Tour Taxi. On a fait exactement la même chose. Sur le toit, c'est plein des panneaux solaires. Initialement, il y avait une certaine réticence, mais on a aidé. Et moi, je trouve que l'approche vis-à-vis des monuments à Bruxelles était peut-être dans le passé un peu trop prudent. Compréhensible, puisque dans le passé, avec la maison du peuple, avec des autres bâtiments qui étaient abattus, des crimes contre l'architecture et contre l'urbanité, il y avait un réflexe, oh, on ne peut plus toucher à rien. Mais évidemment, ce n'est pas bien. Les temps évoluent, les fonctions évoluent, et rarement un bâtiment ou un monument est construit pour ne plus jamais toucher. Il va de soi, tu ne vas pas toucher à l'hôtel Solvay. Il va de soi, tu ne vas pas toucher à la maison Horta. Mais la bourse, d'autres endroits où tu peux, avec des interventions bien réfléchies, en respectant le caractère patrimonial, donner une autre fonction, adapter et aussi inclure la durabilité des bâtiments avec des panneaux solaires double vitrage. Trop longtemps, au nom de la protection du patrimoine, on a refusé le double vitrage. C'est complètement des conneries comme ça qu'il faut arrêter. Et c'est aussi dans notre DBR, on a dit non, il faut respecter évidemment la valeur patrimoniale, mais là où est possible, on doit moderniser, adapter à notre fonction et il faut trouver un équilibre. Et ça, c'est la ligne de notre politique. Oké, daar wordt dus aan gewerkt, noteer ik. We kunnen misschien ook die vraag voorleggen natuurlijk aan Pierre-Alain Franc. Hij heeft natuurlijk ook een vraag, want ook jullie zitten met een aantal grote uitdagingen, heb ik vernomen. En effet, merci de me donner la parole. Bonjour, monsieur le secrétaire d'État. Comme vous savez, je ne vous étonnerai pas en parlant des permis d'urbanisme aujourd'hui en région bruxelloise. C'est un vrai problème aujourd'hui, il faut que vous le sachiez. Promoteurs, architectes, entrepreneurs, on est tous confrontés au même problème, c'est que les délais de délivrance des permis sont extrêmement longs. C'est la région où les délais de délivrance sont les plus longs par rapport à la Wallonie et par rapport à la Flandre. Je considère ici le processus dans sa globalité, à partir des négociations jusqu'à la procédure COBAT, et puis également l'aspect des recours qui n'est pas négligeable en région bruxelloise.
Donc l'ensemble fait qu'aujourd'hui, quand un promoteur veut introduire un permis d'urbanisme, il en a pour 5,7 ans en moyenne en région bruxelloise. Il faut bien réaliser que d'un point de vue privé, ces délais sont intenables. Okay, à cela s'ajoute, on parle de moyenne ici, les 2 prolongations qui ont eu lieu dernièrement en région bruxelloise en raison du Covid, on peut le comprendre, mais ce sont 2 prolongations qui ont lieu. Et puis, encore dernièrement, tout récemment ici, une décision de la Cour constitutionnelle concernant les études d'incidence font que le secteur, pour le dire ainsi de manière un peu crue, devient un peu fou et a besoin de signaux positifs. Et je pense que le signal positif que vous pourriez donner et nous convaincre que c'est vraiment ça qui est votre approche et l'approche du gouvernement dans sa globalité, parce que vous ne pouvez pas tout résoudre ici, mais simplement, on a besoin de signaux forts d'un point de vue privé, c'est que le gouvernement, en est conscient de ce problème, que c'est beaucoup trop long, que d'un point de vue privé, c'est intenable. Et deuxièmement, que le gouvernement est avec le secteur privé, qu'il aide à résoudre des problèmes, qu'on aide les promoteurs à introduire des bons permis, mais qu'ensuite la délivrance se fasse rapidement, de manière sereine, et qu'on puisse rapidement, comme ça, générer de l'activité économique, parce qu'il est question ici de relance économique. Et nous, on en est persuadés, l'activité immobilière est une source de relance économique énorme en région bruxelloise. Si d'un point de vue processus administratif, on pouvait faciliter les choses, ça aurait un impact gigantesque pour les revenus publics, pour l'activité économique, pour un ensemble de choses qui sont très positives pour la région. Ja. Ouais. C'est 3 questions en réalité. D'abord, je pourrais nuancer un peu les délais, mais je ne peux pas le faire, mais on peut nuancer, parce que je suis d'accord, ça prend trop de temps. Je ne remets pas ça en question. Je pense qu'on a montré déjà la dernière année, avec plein de vos collègues, on a bien travaillé pour prendre une autre approche. Je trouvais que dans le passé, l'administration, la région était trop réactive, c'est-à-dire parfois presque voir un développeur comme un ennemi, enfin pas toujours, mais presque, ou problématique, et réagir à des propositions. Moi, je trouve que ce n'est pas la bonne approche. L'approche doit être une approche de co-construction. Vous avez un développeur a des intérêts, c'est logique, ce n'est pas problème. Nous, l'autorité publique, on a aussi des intérêts. L'intérêt général, mais surtout une meilleure ville. Moi, j'ai rencontré presque tous les développeurs, je suis convaincu que la génération actuelle n'est plus des Van den Boeynans d'aujourd'hui. Ils ont une approche positive et ils comprennent que par leur action, ils peuvent améliorer l'urbanité à Bruxelles. Et là, on peut se rejoindre. C'est la raison pour laquelle on a généralisé le principe des réunions du projet où dès le début, dès la conception d'un projet, il y a un dialogue entre l'autorité publique et le privé. Je sais aussi que dans le passé, l'autorité publique avait plusieurs voix. Tu as le bouwmeester, tu as l'administration régionale, tu as l'administration communale, tu as la politique communale, tu as la politique régionale. Et j'ai vu aussi parfois les développeurs jouer dans le passé l'un vis-à-vis de l'autre. Et ça, on a dit, on va arrêter tout ça. L'autorité publique doit parler avec une voix, c'est-à-dire la région, l'administration administrative politiquement et bouwmeester ensemble, on doit se positionner. Et je vais donner un exemple très concret, Proximus, la vente. Maintenant, on parle avec Proximus. Avant qu'il lance la vente, le futur acheteur va savoir qu'est-ce que c'est possible et pas possible. Le cadre va être validé par l'autorité publique. Et à ce moment-là, quand tu achètes ce bâtiment, tu peux savoir que je dois faire tel nombre de logements, tel nombre de bureaux, tel nombre d'équipements, tel nombre de commerces. Et comme ça, c'est clair pour tout le monde. Alors, laissez parler les autorités publiques avec une voix. Accompagner un développement dès le début, c'est ça exactement ce qu'on fait, et accélérer là où on peut. Moi, je suis maintenant 1 an et demi en fonction, j'ai constaté aussi qu'il faut plus de cohérence dans la délivrance des permis. C'est la raison pour laquelle on est en train de rédiger des vademecum qui sont des points d'interprétation, pas des bibles, puisqu'il faut toujours qu'un projet est meilleur, il faut toujours pouvoir changer, enfin ne pas suivre le vademecum. Mais en plus, on a le RRU, on a le COBAT. L'honnêteté me doit dire aussi que toutes ces procédures sont hyper compliquées. Et vous avez raison avec tous les recours, tout ça. Et avec une grande erreur de conception pour ma part, c'est que les enquêtes publiques, à la fin d'une procédure, c'est le premier moment que le public est confronté avec un projet. C'est trop tard. Il faut le faire au début du projet. Il faut avoir un débat au début sur le programme, sur les fonctions. Et une fois que c'est validé, à ce moment-là, c'est architecture, c'est développement, et ça,
aujourd'hui, on perd beaucoup de temps, beaucoup de conflits sont organisés, puisque l'implication, la consultation de la population est à la fin et pas au début. Pour moi, ça va être un des grands points d'évaluation du COBAT qu'on va lancer dans les semaines qui viennent avec le secteur. Et je veux aussi que, après cette évaluation, la réécriture des nouveaux articles dans le COBAT, y compris pour le RRU, seront faits avec le secteur. Pas seulement par des juristes qui ont tendance à compliquer toutes les choses, mais aussi avec les gens sur le terrain. Alors bref, le message pour moi est clair. Oui, on doit accélérer. On doit digitaliser, le processus est en cours maintenant des permis, on doit mettre plus de cohérence, on doit faire une co-construction ensemble et faire une win-win. Et ça, c'est mon approche. Et le dernier mois, pendant la période de Covid, on a débloqué plein de dossiers pour des développeurs, où il y a pendant des années parfois des blocages, on a résolu. Et ça, je veux continuer de le faire. Wel, meneer, een reactie misschien, ja. Oui, un petit complément peut-être. Vous parlez de effectivement évaluer le COBAT, évaluer le RRU, on y reviendra. Vous savez, le COBAT a été réalisé il y a 1 an et demi, il y a eu le Covid entre-temps, c'est compliqué, ça va être compliqué objectivement de faire une évaluation tout à fait correcte, parce que les conditions ne le permettent pas. Vous savez, l'UPSI, à l'origine, on n'était pas demandeur nécessairement d'une réforme du COBAT. On est conscient qu'il faut plus de personnel dans les administrations, que ce soit au niveau régional, mais certainement communal, que simplement, il y ait plus de personnes qui gèrent les dossiers pour 30. aller plus vite. On a engagé 30 personnes déjà maintenant. À l'administration régionale de Urban, j'ai entendu dès le début de mon mandat, le gouvernement a pris la décision, et nonobstant le Covid, aujourd'hui, les 27 sont effectivement en fonction, les 3 sont presque en fonction, alors on a 30 personnels supplémentaires au niveau régional. En net? Oui? Ok. Et au niveau communal, vous pouvez inciter les communes à engager? Ah oui, je peux inciter. Mais ça, c'est le drame de Bruxelles aussi. Les 19 communes, la région, on complique aussi notre structure institutionnelle. Vous savez, depuis très longtemps, moi, je plaide pour une ville-région où il y a encore des communes, mais avec une autre façon d'organiser les choses. Je suis parfois étonné aussi quand on parle d'un projet. Je vois une pléiade de gens devant moi, que dans une autre ville, c'est maximum la moitié qui est autour de moi. Mais ça, c'est la structure institutionnelle à laquelle on doit simplifier à Bruxelles aussi. Et on a maintenant, avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, aussi constaté sur le parking, l'étude d'incidence, les rapports d'incidence, que tout à coup, on a voulu accélérer. Et tout à coup, on constate que la Cour constitutionnelle dit non, 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 avec une approche peut-être juridiquement compréhensible, mais qu'on pourrait quand même parler, qui mène que maintenant, certains projets doivent être refaits puisqu'ils sont faits sur base d'un rapport d'incidence, ils ont besoin d'études d'incidence. Heureusement, on a fait une première liste, ce n'est pas une grande base, mais c'est quand même quelques projets importants, ce n'est pas que tout est arrêté maintenant, mais quand même. Mais là, ma détermination est claire, on doit avancer sur l'accélération, cette politique de co-création et de digitaliser et mettre plus de cohérence dedans. Puisque finalement, l'action du gouvernement doit être voorspelbaar, comment on dit ça, prévisible, c'est ça, hein? Il faut pouvoir savoir. Et pour moi, le but, je vais encore une chose, puis pourquoi je fais tout ça? Puisque je trouve qu'on est des partenaires. Bruxelles va être en compétition avec des autres villes après Covid. On était déjà avant Covid, mais après Covid, on va être en compétition. Pour moi, une ville et une identité d'une ville est déterminée par 3 choses. Ce sont ces gens, l'espace public et le bâtiment. Je pense, dans le passé, avec l'espace public, j'ai montré que Bruxelles a dû s'inscrire dans un nouvel modèle, c'est-à-dire moins de voitures, plus d'espace public. Covid a accéléré, a maintenant mis tout le monde dans la même direction, même ici à Bessy, il n'ose plus opposer à cette approche, je pense, une petite taquinage. Mais ce n'était pas évident. Les dernières années, le combat contre le courant pour dire plus d'espace public. Maintenant, je vais mener ce même combat pour le bâtiment. On doit avoir plus d'ambition à Bruxelles. Donne-moi un exemple d'une architecture iconique à Bruxelles. Tu vas venir avec l'Atonium. Mais attends, d'abord, c'est plus de gadget, c'est très bien, hein, je veux pas, c'est bien. C'est pas un truc, un bâtiment. Il y a des niches, hein, je ne veux pas nier. Dans les niches, on est très bien à Bruxelles. Dans le petit projet niche, construction passive, tout ça, on est très bien. On n'y pas. Mais quand vous avez invité des amis à l'étranger, est-ce que, sauf des vrais patrimoines, tu peux dire, je vais te montrer un bâtiment. Quand moi je vais à Londres, mes amis veulent montrer The Shard à Londres. Moi je vais payer 60 € pour avoir un petit déjeuner avec une vue formidable sur Londres.
Maintenant, Bruxelles, avec retard, est en train de s'inscrire. J'ai fait le combat dès le début de mon mandat. Il faut avoir des rooftops à Bruxelles, des rooftop bars, rooftop restaurants, mais aussi des solariums sur le toit. Il faut rendre ces toits de nouveau en public. Bref, il faut plus d'ambition à Bruxelles. Maar meneer Smet, is dat misschien ook niet net het probleem? Is er binnen de Brusselse regering wel een eenduidige visie op al die plannen? U hebt daar een sterke mening over, prima. Maar wordt dat ook gedragen door de collega's in de Brusselse regering? Want procedure is één ding en u hebt hier een aantal positieve dingen aan voorgebracht. Maar is er die visie wel binnen de Brusselse regering? Of is er toch geen probleem over heel uiteenlopende meningen over hoe de stad moet vormgegeven worden? En inderdaad, over die highlights of die trekpleisters die kunnen gebouwd worden. Misschien wil je daar ook iets op aan toevoegen. Ja, als complementaire opmerking. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening, die regelt eigenlijk over alles wat dus nu spreekt, hè, de hoogte van de gebouwen, inderdaad wat is mogelijk, wat niet mogelijk, maar ook veel verder. Het gaat over de grootte van de woningen, het aantal parkings per gebouw en zo verder. Ja. Eigenlijk, u sprak van Bruxelles doit avoir une gueule, hè, u hebt het al verschillende keren gezegd. Ja. Die gewestelijke stedenbouwkundige verordening zou dat mogelijk moeten maken. Is er eenheid in de regering daarover? En waar zitten we eigenlijk in het proces? Want er zijn een reeks ontwikkelaars die nu een project tekenen op basis van de voorlopige versie van dat nieuwe stedenbouwkundige verordening. En ze vragen zich af, wanneer komt die uit? Ja, dus er is goedgekeurd door de vorige regering, vorige legislatuur in eerste lezing. Dan is dat in openbaar onderzoek gegaan. Daar zijn duizenden opmerkingen opgekomen. In dit land moet je op elke opmerking een antwoord formuleren. Ja, helaas, elke opmerking moet beantwoord worden. Neem tijd in. Dat is 1 in beslag. Nu we hebben ook ondertussen een nieuw regeerakkoord. In het nieuwe regeerakkoord staan een aantal wijzigingen die aangebracht moeten worden aan de RRU. Wat betekent, dat is de juridische analyse die nu heel duidelijk is, dat we een nieuw openbaar onderzoek moeten doen. We moeten een nieuw openbaar onderzoek doen. We kunnen de RRU, want er is nog iets heel bizar in dit land. In dit land, dat is juridisch in ons rechtssysteem. Dat is trouwens mijn vergunning ook zo. Hè? Dus als je een openbaar onderzoek doet, er komen opmerkingen en je wilt die opmerkingen, je past zelfs in de richting van wat uit het openbaar onderzoek komt, moet een nieuw openbaar onderzoek doen. Je mag niet zeggen, ik lever de vergunning af, want ik heb de opmerkingen opgevolgd. Dat mag niet. Ik heb geprobeerd in het kader van de COVID, maar de Raad van State heeft mij teruggefloten om dat te verstrengen, om te zeggen, we moeten enkel een nieuw openbaar onderzoek doen wanneer het substantieel is, de wijzigingen. Wanneer het project echt van aard verandert. De Raad van State heeft gezegd, dat moet je niet doen in een COVID-volmachtbesluit, wat ik à la limiet nog begrijp, maar ik heb wel geprobeerd. Hè. Ja, ik denk dat de regering is op zich geen eensgezindheid. En het gaat dus nu langer duren, de RRU, want we moeten een nieuw openbaar onderzoek doen. Dat betekent dat het ten vroegst in 2022 gaat kunnen komen en niet in 2021. Dat neemt niet weg dat we ondertussen aan het kijken zijn. Kunnen we een besluit van de minimum importance, kunnen we niet op een andere manier de interpretatie mogelijk maken, zodat er ruimte wordt gecreëerd. Dat zijn we nu aan het proberen te doen. Maar ja, ik zit ook in een juridisch kader dat ik niet heb gemaakt, dat ik geërfd heb en dat ik moet respecteren. En u hebt het nu met grondwettelijk opgezien, met heel die standstill toestand. Het is niet zo gemakkelijk om dingen terug te schroeven. Hè? Dus om concreet te zijn, nieuwe RRU, dus van toepassing in 23? 22 hoop ik, 22, 23 max, ja. Okay. Goed genoteerd. Maar, voor alle duidelijk, als ik nog één ding mag zeggen, het is ook een opportuniteit. We hebben de huidige RRU, we hebben de ontwerp, we hebben heel veel opmerkingen gekomen, we hebben een nieuw regeerakkoord. Ik wil nu die RRU maken, proberen in consensus met de sector. Dus dat wij niet alleen vanuit de overheid, maar met de sector gaan kijken, onder begeleiding, en dan zien wat passen we aan, wat passen we niet aan, wat is essentieel, zodat wanneer we opnieuw in openbaar onderzoek gaan, we hebben echt de vijs aangetrokken, het is echt met de zweep erop dat de administratie het zal moeten doen, voor gezorgd dat we toch proberen in een min of meer consensusvoorstel te gaan. Ik kan op ons rekenen. Ja. We gaan misschien een volgende onderwerp aansnijden. Julien van der Lene, CEO van Bipark, heeft ook natuurlijk een paar vragen voor u. Bedankt Philippe. Donc, on le sait, la réglementation fédérale est actuellement en cours de clarification concernant l'installation des bornes de recharge de voitures électriques dans les parkings. Et on attend aussi l'avis donc, du CIAMU à ce sujet. Les coûts des investissements associés à ces bornes va dépendre des mesures de sécurité et de santé. Donc on a parlé du springlage, des murs de séparation, etc. Première question, c'est est-ce que vous avez une idée de quand aujourd'hui on va avoir cette réglementation? Parce que les propriétaires attendent évidemment aujourd'hui de faire ces investissements parce que c'est une vraie demande aujourd'hui de leurs locataires. Première question. Deuxième question aujourd'hui, est-ce que la région ou les communes ou le fédéral va mettre en place des incitants
dans la mise en place de ces bornes, soit au niveau des bornes, soit au niveau des infrastructures, soit au niveau potentiellement de la taxe kilométrique avec une exonération pour les voitures électriques, comme on le fait notamment en Flandre. Interessante vraag. En ik denk ook dat onze volgers op de Facebook Live daar wellicht wel een mening over hebben. Dus aarzel zeker niet om jullie vragen in te sturen. Meneer Smet, ja, interessant punt. Ja, voor de tweede, misschien voor de subsidies en ondersteuning, zit eerst bij mijn collega's dan bij mij. Ik ben er op zich niet tegen dat we dat doen. Het eerste is een ingewikkeld gegeven van de normen. De brandweer is op dat vlak degene naar wie we moeten kijken. Die moeten zich ook baseren op federale normen. Merkwaardig genoeg bestaan er eigenlijk in het land ook nu weer niet zoveel normen en is men daar ook weer niet zo in consensus over wat moet en wat veilig is en niet veilig is. We hebben aan de brandweer gevraagd om zo snel mogelijk duidelijke richtlijnen te geven, zodat iedereen weet wat het is en dat ook bij Uilen, wanneer men een vergunning moet afleveren, weet welke voorwaarden men moet opleggen. Dat proces is nu bezig. We hebben ook gezegd, ga kijken in het buitenland. Wat doet men in het buitenland in het opleggen van die normen? We weten ook dat het allemaal niet evident is. Stel je voor dat wij tussenkomen en zeggen, ja, het moet dat zijn, gemakkelijk. En er breekt een brand uit. Heel gebouw brandt af. Gaat men kijken, ja, maar wie heeft de vergunning afgeleverd? Heeft de brandweer de toelating gegeven? We weten ook, we hebben in Parijs al het voorbeeld gehad van elektrische bussen. 1 bus vliegt in brand, heel de depot bij manier van spreken verdwijnt. Dus we hebben ook nog investeringen te doen in Brussel. De brandweer is aan het voorbereiden. We werken nu samen met de Audi-fabriek in het geval als er een brand uitbreekt in een elektrische wagen, dat we die kunnen isoleren. Dat stelt zich dus wel vragen van brandveiligheid. Voor mij is dat een technische kwestie. Dat is geen politieke kwestie. Ik wil ook zoveel mogelijk elektrische voertuigen, dat betekent dus zoveel mogelijk elektrische laadpalen. En het is een technische kwestie om te bepalen wat is veilig en wat is niet veilig. En de brandweer heeft nu de opdracht gekregen om dat zo snel mogelijk uit te klaren. Après, je pense que les problèmes techniques aujourd'hui, tous les pays, et même à l'étranger, et vous le mentionnez, que ce soit les pays limitrophes comme la France ou en Norvège, qui sont les leaders évidemment par rapport à ça, et le Danemark notamment. Après, il faut trouver un consensus entre anticiper des incidents et aujourd'hui avancer parce qu'il y a un défi, il y a une urgence climatique, mais aussi de mobilité, une électrification qui doit être mise en place de ce portefeuille. Deuxième question qui est liée finalement à la situation d'aujourd'hui. Donc la crise sanitaire et le confinement a amené énormément de sociétés à Bruxelles qui sont nos clients à mettre en place le télétravail parce que c'est obligatoire. Mais demain, quand on va se déconfiner, on va vouloir faire en sorte que ces gens soient contents de se rendre et de revenir à Bruxelles, donc de se rendre au travail. Et donc, il va y avoir pas mal de points d'intention sur les espaces de bureau. Donc ça, c'est les propriétaires qui sont en train d'anticiper pour apporter beaucoup de flexibilité et autres. Mais il y aura aussi une notion de parking qui peut être associée, notamment en intégrant les coûts de parking dans les budgets mobilité. Aujourd'hui, la charge parking, que ça soit mensuel ou que ça soit à l'heure, ne peut pas être intégrée dans un budget mobilité qui est un avantage fiscal qui a été mis en place. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est possible ? Et première chose, et deuxième chose, Pierre-Alain en a parlé, c'est notamment la mise en place de la facilitation, notamment des permis d'urbanisme, qui va évidemment permettre d'avoir ces nouvelles surfaces du bureau, qui va permettre d'accueillir ces nouveaux locataires. Donc ma question sera plutôt sur la partie du budget mobilité. Ja, daar zitten we natuurlijk op een ander niveau mee, een federaal niveau. Maar natuurlijk, je hebt daar ook vertegenwoordigers van die partij. Kan daar wat gewicht in de schaal gelegd worden? Ik vind, dat is een tricky question. Want als je de parkeerkosten meerekent, kan je redeneren dat je eigenlijk het gaat werken met de auto bevordert. Ik vind, dat is een beetje dezelfde logica van de intelligente kilometerheffing. Als je echt geen alternatief hebt en je kunt enkel met de auto komen werken, dan vind ik dat je dat kunt overwegen. Maar een algemene maatregel vind ik gevaarlijk. Want je gaat dan eigenlijk mensen aanzetten om met de auto te komen. Ik kan een concreet voorbeeld geven dat je ook kent, NG aan het Noordstation. Toen die nog elders in de stad zaten, kwamen 70% van de mensen met de auto. Nu zitten die aan het Noordstation, 70% van de mensen komen met openbaar vervoer. De parkeerplaatsen zijn enorm beperkt, ze moeten ook betalen, denk ik. Dus ja, dat is op die manier, doe je mensen nadenken. Maar nogmaals, iemand die, ik zeg zoiets, van Barten de Kupe komt, die op onmogelijke uren in Brussel moet werken, daar kan je niet verwachten dat die man of die vrouw met het openbaar vervoer komt en die heeft zijn auto nodig. En die moet zijn auto dus inderdaad kunnen parkeren. Dus voor mij is het een genuanceerde benadering. Wanneer je geen andere keuze hebt dan met de auto te komen, ja. Okay. Heb je een andere keuze dan met de auto te komen, ja, dan kan je het niet doen, want anders ga je aanzetten. Misschien nog één ding ook over de toekomst, telewerk.
ik ben niet iemand die denkt dat iedereen nu per se thuis gaat willen werken. Hè. Ik denk dat iedereen 1, 2 dagen per week wel eens thuis zal willen werken, maar de mensen hebben wel behoefte collega's te ontmoeten, vanuit thuis weg te zijn. En ik denk dat de impact op de bureaus er zal zijn, er zullen minder vierkante meters nodig zijn, maar tegelijkertijd gaan we meer ruimte willen hebben in bureaus, dus dat gaat compenseren. Bovendien gaat de aard van de bureaus veranderen, denk ik ook. Het gaat meer, was ook al nu bezig was, working places, shared working places zijn aangenamer, de minder klassieke bureauruimte. En inderdaad, een aantal mensen zullen bijvoorbeeld niet meer naar Brussel komen. Dus weet je wat, de Proximus-oefening ook. Je kan de vraag stellen van iemand die in Essen boven Antwerpen woont, of in Schoten boven Antwerpen woont, die een routinematige job komt doen in Brussel, waar hij eigenlijk niet in Brussel moet zijn, wat de toegevoegde waarde is, dat hij dat in Brussel komt doen. Die kan dat even goed in een regional office doen, of thuis doen. Maar daarentegen, die man of die vrouw, die gaat af en toe wel behoefte hebben om zijn collega's te ontmoeten, om vergaderingen af te spreken, en dat moet je dan fysiek doen. Dat doe je dan weer beter in Brussel. Dus ik denk dat het concept van werken gaat veranderen. Waar routinematig is, gaat zijn in regional offices gebeuren, thuis gebeuren, ook nog wel in bureaus als mensen dat willen, maar de bureaus gaan een wat andere functie krijgen. Dus ik ben niet degene die zeggen, de bureaus is gedaan, het is allemaal, dat is onzin. Hè. Dus ik denk ook dat er meer gewerkt gaat willen worden in publieke ruimte. Voilà, dus ik denk, genuanceerd antwoord. Et pour compléter, je pense qu'aussi le digital aura son rôle, tant pour la partie bureau que pour la partie parking, parce qu'il va y avoir une raréfaction finalement des ressources, et que le fait que les gens vont alterner entre bureaux satellites, bureaux centraux ou maisons, on va devoir utiliser les outils digitaux pour dire quand on est à tel endroit pour pouvoir partager l'espace à un collègue, une place de parking. Et donc ça, c'est des outils notamment que nous, on peut proposer. Pour rebondir aussi, le parking n'est pas que sur les lieux des sièges sociaux, on parle aussi de toute la dynamique de park and ride à proximité des villes et à proximité des gares. Pour nous, l'inclure dans des budgets mobilité pourrait avoir du sens aussi à ce niveau-là, mais j'ai compris le point. Voilà. Voilà, een hot topic. En ik denk dat de sectoren hier aan tafel ook zeker een visie daar zullen verder over ontwikkelen, over de toekomst en hoe we ons gaan organiseren in de kantoren. Wilt u daar nog iets aan toevoegen? Want ik kan mij ook wel voorstellen, de visie van de vastgoedsector op hoe gaan de kantoren van de toekomst na COVID eruit zien. En misschien ook aan Pascal Smet de vraag voorleggen, zal de regering ook veranderingen in die sector faciliteren of gaat men daar ook concrete acties toenemen? In die kantorenmarkt, in die ganse residentiële markt natuurlijk ook. Dat is misschien ook wel een punt dat al een beetje meer naar de toekomst blikt, maar ik hoor er wel graag ook jullie mening over. Peut-être que je vais rapidement dire. À l'UPSI, on a développé une plateforme qui s'appelle Business to Belgium. Cette plateforme elle a été développée dans le cadre du Brexit en fait, et visait en fait à mettre en évidence tout un ensemble de bureaux qui sont disponibles en région bruxelloise pour justement attirer les entreprises qui étaient établies en Angleterre. Ça a été réalisée avec le gouvernement bruxellois et elle fonctionne relativement bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une réelle crainte du secteur, c'est effectivement de positionner la région bruxelloise comme une région qui attire les entreprises, qui est attractive. Vous parlez de bâtiments, vous parlez de people, d'espace public. Ce sont effectivement des choses qu'il faut mettre en évidence à l'extérieur et la concurrence entre villes européennes n'a jamais été aussi importante. À cela s'ajoute le point qui vient d'être évoqué par Julien et par vous, tout ce qui est régionalisation satellite, finalement, des bureaux qui sont aujourd'hui en région bruxelloise. Nous, on a quand même l'impression, d'un point de vue secteur privé, c'est une impression peut-être, mais c'est une impression quand même qui est forgée par le remplissement, on va dire, des bureaux, c'est que Bruxelles perd de son attractivité. Pour des raisons de mobilité, pour des raisons de fiscalité, pour des raisons de concurrence internationale. Et donc la question générale que je peux poser au gouvernement à travers vous, c'est qu'est-ce que le gouvernement compte mettre en œuvre pour justement remettre Bruxelles on the picture, qu'on reste attractif. Le secteur doit faire son travail en développant des bureaux attractifs, nouveaux, modernes, dans l'ère du temps post-Covid. Mais qu'est-ce que le gouvernement peut aussi faire pour rendre Bruxelles attractif? Okay. Ja, dan ben ik trouwens bij een ander punt. Bevoegdheid. Maar mag je antwoorden? Ja, ik wil er gewoon aan toevoegen. Uw bevoegdheid in zaken internationale handel en dergelijke meer is ons volgende punt inderdaad. En zijn er concrete stappen die de regering daar wil over zetten? We horen het graag. Ja, tuurlijk. Hè. Nu heb ik 4 vragen. Ik ga heel snel op je eerste vraag antwoorden. Wat de huisvesting betreft, één duidelijk ding. We gaan nog nauwelijks projecten goedkeuren waar geen balkons meer zitten of waar de daken niet gemutualiseerd worden. Il faut mutualiser les toits pour les habitants du bâtiment, des espaces de récréation, des espaces verts, avec des arbres, des espaces où les gens prennent le soleil, où on peut se rencontrer. C'est une approche claire et des terrasses, balcons, c'est nécessaire pour le résidentiel. C'est clair.
Deuxièmement, pour les bureaux, une remarque aussi, parce qu'il y a plein de choses à dire, c'est les bâtiments monofonctionnels. En principe, ça doit être l'exception. Ça doit être plutôt des bâtiments mixtes. On regarde la gare du Nord, on a les ZIN, bon exemple, mais avec tout le développement qu'on fait en co-construction d'ailleurs, avec les développeurs maintenant pour le nouveau gare du Nord et tout le développement là-bas, c'est partie logement, partie équipement, partie bureau. Comme ça, on fait des gares habitantes, un concept qu'on voit dans les autres pays où ça fonctionne hyper bien. Sur le plan international, moi j'ai bien regardé avec le Brexit. Il y a évidemment des raisons financières et tout ça pour lesquelles les entreprises choisissent les destinations, et les Pays-Bas et Amsterdam en particulier a quand même un régime fiscal beaucoup plus avantageux que nous. Moi, solidaire, peut-être plus anti-européen, c'est aussi encore une chose qu'on pourrait poser. Mais bon, Amsterdam a aussi pendant 20 ans déjà une politique de city marketing très développée. À Bruxelles, on a une politique de tourisme, mais on n'a pas une politique de city marketing. Ce n'est pas la même chose, c'est différent. On ne place pas bien Bruxelles dans le monde. J'ai fait 2 missions déjà à l'étranger, d'ailleurs. La première mission était avec vous, à Singapour. J'ai fait un à Chine, et ce qui m'a remarqué, c'est clairement, on n'a pas le matériel de bien vendre Bruxelles. C'est la raison laquelle, dans le gouvernement, ensemble avec mes collègues Vervoort et Gatz, on va développer une politique de city marketing. On met la dernière main sur une note, clairement avec des étapes où on va aller, ensemble avec le secteur privé, promouvoir Bruxelles comme destination, pas seulement touristique, mais destination de vivre, mais destination d'investir. Très concrètement, ça c'est une note globale avec toutes les étapes qu'on va faire ensemble avec le privé, puisque ça doit être un partenariat public-privé. Mais très concrètement, je prends le quartier du Nord, vous le savez sans doute, en plein changement. On est en train de coordonner tout le projet. Il y a le ZIN qui arrive, il y a le développement autour du Gare du Nord, il y a le Proximus, il y a d'autres bâtiments, il y a la tram qui arrive. Je vais faire un parc beaucoup large, je vais lier le parc Gaucheret avec le parc Maximilien. Ça va devenir Towers of Offices in a Park. Ça va être le concept. Un grand parc avec des bureaux dedans. Et maintenant, je rencontre pour la deuxième fois le secteur, tous les promoteurs, pour justement aller promouvoir internationalement le quartier du Nord comme secteur. Comment on va le faire? Pas avec des communiqués de presse boring. On va utiliser les méthodes modernes, on va faire des films, des vidéos, on va expliquer ensemble avec le privé. On est en train de préparer tout ça, et j'espère d'ici 1 an ou 2 max, on peut avoir tout le matériel, mais on ne va pas attendre 1-2 ans max pour le faire, mais quand même. Évidemment, on est handicapé maintenant puisqu'on ne peut pas voyager. Puisque j'ai constaté quand même en Chine aussi, il faut personnellement aller expliquer ça aux gens. Il faut montrer l'enthousiasme, il faut expliquer, répondre aux questions. Et ça, c'est quelque chose que j'espère on peut reprendre à partir de septembre. Alors, très concrètement, oui, on fait ça. Quartier du Nord, un exemple très concret avec le secteur. Et là, je veux le faire ensemble avec le privé pour clairement positionner Bruxelles comme une ville cosmopolite, comme Londres et Paris, moins chère. Il faut dire ça comme ça. Mais avec une qualité de vie plus élevée, une bonne cuisine, des logements abordables comparés au niveau international, évidemment, mais aussi une ville sans culture dominante. Une ville où chacune peut être lui-même une vraie ville internationale. C'est ça qu'on doit expliquer, c'est ça qu'on doit positionner. Et franchement, dès le moment qu'on fait ça, avec combiné de rendre Bruxelles beaucoup plus attractif, avec beaucoup plus d'espace public et moins d'espace pour les voitures, ça donne une autre ambiance de Bruxelles. Je ne suis pas si négatif, mais on doit en effet bosser. Et ça, c'est en train de le faire maintenant, avec le privé. Et je pense juste, ce qui serait intéressant dans la continuité de votre exercice de regarder, c'est pas les propriétaires et les investisseurs, mais après, il faut évidemment des locataires pour que le produit soit intéressant d'un point de vue financier. Et donc de regarder finalement, comme il y a une complexité institutionnelle que vous avez évoquée, si on additionne en fait l'ensemble de ces taxes et charges, et je rajoute au précompte notamment le COBRAS, c'est pas qu'on est pour ou qu'on est contre, c'est qu'une taxe plus une autre, il faut qu'on puisse rester du coup compétitif d'un point de vue fiscal aussi par rapport, je pense. Donc de faire un benchmark et de regarder pour éventuellement ajuster certains paramètres pourrait être à mon sens intéressant. Mais bon, voilà. Là, on va avoir un grand... Allez, pour moi, ça je veux dire clairement aussi, on va avoir un grand de 2024, on va avoir un grand 2025, on va avoir un grand défi pour Bruxelles, c'est dans tout le cadre de financement. Je pense que
l'état financier du budget de la région montre très clairement que, comme entité, la région bruxelloise, qui en réalité n'est pas une région, et on est une région institutionnellement, mais socio-économiquement, on est une ville. Hein, il faut bien voir ça. Ça veut dire que la recette fiscale, notre base fiscale est trop limitée pour répondre à tous les atouts qui nous attendent. Et là, il y a des mois et des années qui viennent qui va quand même être fort dans la créativité, comment on peut financer cette ville. Mais ça étant dit, quand on prend le budget de la région et les 19 communes, on est presque à 10 milliards d'euros. Ce n'est pas mal non plus. Hein. On peut avoir des gains d'efficacité enorm dans cette région encore aussi. Hein. Ja, dat is inderdaad wel een goed punt. Ondertussen krijgen wij vele vragen binnen via de Facebook Live. Dus ik zal er meteen een aantal aan u voorleggen, meneer Smet. Een eerste heel concrete vraag over het project Toison d'Or, die inderdaad in de fase van het openbaar onderzoek komt binnenkort. En de vraag is heel concreet, ja, hoe zullen de handelaars worden betrokken in de verdere realisatie van het project? Zal er met dat rekening worden gehouden? En hoe gaat u dat doen? Ja, het klopt dat het openbaar onderzoek nu is, maar de handelaars zijn in het verleden al enorm betrokken geweest. Hè. Het zit ook niet allemaal op dezelfde lijn. Er is een heel participatieproject aan geweest. De vergunning is ingediend, nu is het formeel gedeelte, er is een heel informeel gedeelte geweest. Een deel van de handelaars heeft inderdaad ook gevraagd om een ander project te ontwikkelen, waar een zeer fundamenteel stedenbouwkundige vraag zich stelt. Kan men aanvaarden dat er in de middenberm van de Kleine Ring, niet alleen daar, maar op andere plekken, gebouwd wordt? Dat is een zeer fundamentele stedenbouwkundige vraag, waar de regering hopelijk eerstdaags ook een duidelijk antwoord op zal formuleren. Dus ik denk dat het nu belangrijk is dat de opmerkingen binnenkomen. We hebben altijd gezegd dat die plannen niet te nemen of te laten waren, aan mijn andere functie als minister van Mobiliteit en Openbare Werken destijds, dat die altijd kunnen verbeterd worden. Daarvoor dient ook een openbaar onderzoek. Dus als er constructieve opmerkingen komen, zal daar rekening mee gehouden worden. En u als minister van Urbanisme, die de vergunning aflevert, ja, we zullen daar uiteraard mee rekening houden en we zullen alle belangen afwegen, maar waar voor mij één ding duidelijk is, dat is daar nu een catastrofe. Hè? Ga eens in Antwerpen winkelen en ga dan eens in Brussel winkelen. Hè? Eerlijk gezegd, je moet effort doen om in Brussel te willen winkelen. Hè? Het is niet aangenaam om op de Toison d'Or en de Waterloo te winkelen. Hè? Dan moet je een weg banen tussen auto's. Waar zie je dat nog? En kom maar niet zeggen, ja, maar het zijn luxe winkels, dat gaat niet. Nee, we zullen wel een service voiturier voorzien, hè, voor degenen die dat niet willen. Maar als ze in Antwerpen zonder wagen kunnen winkelen, waar ze bovendien rijker en chiquer zijn, met manier van spreken, moeten ze dat hier ook kunnen doen. Hè. Dus het is een evenwicht. We hebben daar enorm veel publieke parkings, die niet vol zijn. Hè. Op momenten, we hebben zelfs nog geen kunstwet, hè, die leeg staat in het weekend, dat is 2 metrostops daar vandaan. Dus ik denk dat het belangrijk is om een goede dialoog te hebben, met mensen van goede wil te kijken, hoe kunnen we dat project verbeteren. We zullen de opmerkingen analyseren en dan zal hopelijk een goede vergunning en kan eindelijk die openbare ruimte eraan gelegd worden. Ik heb dat gedaan met de Elstse Steenweg. In het begin waren ze er ook allemaal tegen. Hè? En nu is iedereen blij dat we het gedaan hebben. Hè? Voilà, dat is misschien een goed vooruitzicht dat de handelaars daar lokaal hebben. Ik heb hier ook nog een vraag in een totaal andere sector. De ondernemers in de audiovisuele sector, die vandaag in coöperaties zijn georganiseerd, zoals Smart, dus om hun activiteiten uit te voeren. Nu, zij stellen, ja, we hebben eigenlijk geen toegang tot premies en subsidies van Screen Brussels, omdat wij eigenlijk als coöperatie zijn georganiseerd en geen BTW-nummer hebben. Ja, dat is natuurlijk wel een pijnlijk, ik weet niet, hiaat. Hoe ziet u dat? Kan de regering daar iets aan ondernemen? Dat is de bevoegdheid van mijn collega. En ik heb niet de gewoonte om de bevoegdheden van mijn collega's te beginnen praten. Maar ik kan me toch voorstellen dat die sector nou aan het hart ligt? Ja, natuurlijk ligt dat mij aan het hart en we moeten kunnen helpen, maar het is ook technische kwesties en ik vind dat het niet fair is om zich van collega op een vraag die in haar volle bevoegdheid ligt, daarop te beginnen antwoorden. Het zou ook niet fair zijn, moest dat van mijn bevoegdheden. Misschien wel iets om maar ik zal het met haar opnemen. Aan te kaarten in de regering, ja. Effectief. Nu, een andere vraag ook, ja, meer het erfgoed natuurlijk. De trillingen van de trams in smalle straten in Brussel. Wat kunnen we doen om dat te beperken, om het patrimonium te beschermen in die straten? Maar dat wordt gemeten nu. Dat wordt gemeten nu. En ondertussen is de techniek ook enorm veranderd. Telkens als de MIVB tramlijnen moet vernieuwen, wordt dat gedaan met anti-trillingsbedden. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. Dat is een heel, ik wil niet zeggen heel gedoe, maar dat is een heel technisch werk om dat te doen. De
nieuwe generatie van trams zijn ook beter. Vaak is dat ook nog met die oude generatie van trams die er normaal gezien uit moeten gaan. Hè. De vorige regering heeft een enorm contract van aankoop van nieuwe trams gedaan, die nu de komende jaren zullen geleverd worden. Dus dat probleem moet zich oplossen. Maar ik wil iets anders doen, over monumenten gesproken. Je weet dat we Hotel Solvay open gedaan. En meteen is me daar ook opgevallen, dat staat daar vol auto's rond Hotel Solvay. We moeten dus proberen een foto te nemen van die gevel. Dat kun je niet, hè? Daar staan auto's voor. Dus auto's weg. Voor de monumenten wil ik dat de geparkeerde auto's verdwijnen. Zodat die 1, veel zichtbaarder worden. En 2, dat je een ruimte krijgt en dat niet wordt... Soms staan daar camionetten voor. Dat is ook een gebrek aan eerbied voor ons monument, vind ik. Dat is maar één voorbeeld, hè, want er zijn andere voorbeelden in de stad. Ja, akkoord. Maar dat is wel inderdaad een nieuw punt. Te bekijken hoe de buurt daar natuurlijk mee omgaat. Nu, nog iets anders natuurlijk. En dan komen we terug bij de internationale rol van Brussel, de Brexit. Oké, je hebt er al veel over gezegd. Die is nu eindelijk in voege. Maar heb je eigenlijk gezegd dat er nog bedrijven zijn die naar Brussel lonken om zich hier te vestigen in de plaats van Londen? En neemt de regering daar nog extra initiatieven? Hoe gaat dat nog in zijn werk momenteel? Ja, we hebben er is een website, er zijn al hele initiatieven genomen. Het probleem is dat heel vaak bij die keuzes men naar Amsterdam gaat of andere steden gaat om andere redenen dan puur lokalisatie uit Brussel. Het heeft vaak te maken met fiscale redenen, ook beschikbaarheid van Engelstaligen op de arbeidsmarkt. En daar merken we dat Amsterdam toch een voet meer voor heeft. Maar de ondersteuning, de informatie, alles loopt. Hub werkt op dat vlak ook. Als een onderneming wil komen, wordt geholpen om te lokaliseren in Brussel. Dat hebben we op punt gesteld. Dus, maar daar... Vergeet ook niet, bedrijven die keuzes maken, die maken ook niet over 1 nacht ijs. Hè. Die weten heel goed wat ze doen. Maar daar waar we kunnen helpen, helpt Hub ze om dat te doen. Nu ook daar nog bij aansluitend, u hebt het al gehad over de city marketing die u wil gaan op punt stellen. Nu, dat is marketing. We hebben ook een vraag van Jan die over de internationale rol van Brussel nog meer op de kaart zetten voor het business toerisme. Marketing is één ding. Zijn er daarnaast nog andere initiatieven die in de pijplijn zitten? Maar de grote uitdaging, onbekende, gaat nu zijn de komende maanden en jaren, in welke mate en onder welke vorm gaat het internationaal conferentietoerisme, als ik dat mag zeggen, zich hernemen. En wat is het ritme dat zakenreizen opnieuw gaan genomen worden? Je weet dat in Brussel er veel leisure is, business en leisure, dat gecombineerd wordt. Ik denk dat mensen behoefte hebben aan congressen en conventies. Dat is duidelijk. Maar bij de keuze van lokalisaties is heel vaak naar Brussel gekeken, omdat het centraal ligt in Europa, gemakkelijk bereikbaar is, omwille van het statuut van Europese hoofdstad en daardoor de luchthaven en de treins gemakkelijk bereikbaar is. Maar daar speelt opnieuw de publieke ruimte een superbelangrijke rol in. Het gaat om meer dan lokalisatie, bereikbaarheid. Het gaat ook om een gevoel. En daar nog één ding misschien. Ik stel toch vast dat er nog altijd heel veel hotelprojecten in deze stad, concreet hotelprojecten, worden opgestart. Dat wil toch zeggen dat ook de hotelsector en degenen die de analyses maken er wel vertrouwen in hebben dat dat naar Brussel zal komen. Anders gaan er niet. Ik kan u zo op mijn hand al onmiddellijk 5, 6 concrete hotelprojecten opsommen. Die ik niet ga zeggen natuurlijk om confidentialiteitsredenen. Maar toch, je merkt ook dat daar een wil is om te investeren. En ook belangrijk in vernieuwende concepten. Niet de klassieke hotelketens, maar ook de nieuwere, hippere, modernere ketens die naar Brussel willen komen, of nieuwe ketens die hier willen komen vestigen. Dat is toch een positieve zaak. Dat is een optimistisch geluid inderdaad. Julien, je wilt er nog op inpikken? Oui, je voulais juste revenir sur un point qui m'est cher, évidemment, c'est les places de parking. Et juste pour se concentrer sur Bruxelles avec quelques chiffres, on sait qu'à Bruxelles, on n'a pas de problème en fait d'offre et de demande de parking. Il y a 900 000 places de parking à Bruxelles. 20% dans le logement, dans du bureau, le commerce, etc. Et il y a 400 000 voitures des Bruxellois. Et chaque jour, on a grosso modo 150 000 nafteurs. Donc on voit qu'on a une offre de 900 000 pour une demande de grosso modo 550 000. Et donc on remarque que le problème est plutôt de l'adéquation entre cette offre et cette demande. Et donc c'est là aujourd'hui que plein de solutions existent, notamment des outils digitaux. Mais ma question alors, c'est pourquoi continuer, et là je m'adresse en fait aux membres aussi de l'UPSI, c'est pourquoi continuer à imposer des ratios élevés, notamment sur du logement, social et non social, alors qu'aujourd'hui on voit que ces promoteurs se retrouvent avec des surcapacités de parking qui peuvent être mutualisées à l'échelle du quartier. Donc première question. Et deuxième question,
c'est qu'on a parlé de mixité en donnant l'exemple dans le quartier nord du projet ZIN. Pourquoi alors pas revoir les ratios dans le RRU pour scinder la notion de usage et propriété et mutualiser quand il y a du multifonctionnel pour regarder le parking comme un ensemble et que du logement peut utiliser les places du bureau le soir et qu'il y a du commerce, etc. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec votre deuxième suggestion. Le parking doit être mutualisé. Il faut faire un concept où les deux sont fusionnés et que quelqu'un qui habite dans un bâtiment où il y a même moment un bureau de bureau, que les deux peuvent partager le même parking. Ça, c'est mon point de départ aussi. Et c'est dans ce sens-là que je veux plaidoyer. Première question. Dans notre accord gouvernemental est explicitement écrit, à ma demande d'ailleurs pendant les négociations, qu'on va, puisque j'avais écouté le secteur à ce moment-là, qu'on va diminuer, peut-être même jusqu'à zéro, c'est encore un peu de débat qui est ouvert, pour les nouvelles constructions, pour le logement, pour plus avoir un logement, un place de parking, pour même peut-être aller à zéro. Je suis tout à fait dans cette optique-là, et c'est dans le cadre-là qu'on va réécrire le RRI d'ailleurs. Ou d'utiliser évidemment du coup ces quotas de places de parking pour réaménager l'espace public, pour faire des trottoirs, des zones livraison, des bancs de bus, ou ce genre de choses. Mais après... Exact, et moi je pense aussi qu'on doit faire ça beaucoup plus. Quand un promoteur veut construire un bâtiment, il y a un parking qui est prévu, ok, en même temps on va supprimer du place de parking en espace public. Pourquoi pas? Si je peux simplement rajouter ici, c'est vrai que on vous suit entièrement, on est nous-mêmes demandeurs, comme vous le savez, de la mutualisation des parkings, c'est clair, c'est une demande. Là où on bute aujourd'hui, c'est dans ce magnifique carcan juridique qui est le cobrassé également. Et donc, ce qu'on nous demande, c'est un peu technique, hein, mais pour ceux qui le savent, il y a le cobrassé, il y a le RRU. Il faut davantage intégrer les deux, parce que ce qui empêche d'intégrer, ce n'est pas tellement le RRU, c'est l'ensemble cobrassé et RRU. Exact. Et si les deux peuvent davantage se comprendre, on peut dire ça comme ça, on arrivera à mutualiser. Nous, on est clairement demandeurs d'avoir moins de parking, parce qu'il n'y a rien de plus cher qu'un parking vide. Et que, effectivement, que quand on n'arrive pas, si on doit quand même le construire le parking, s'il ne peut pas servir au logement, qu'il puisse servir soit à une entreprise dans le même bâtiment, notre fonction, ou alors dans le quartier. Exact. Hein, qu'on puisse ouvrir un quartier, quitte à ce qu'il y ait des règles, mais que ce soit compris comme finalement une réduction de coût, parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre d'un point de vue immobilier, c'est que le coût d'un parking est énorme et contribue au coût du logement. Donc il est ici question vraiment de logement accessible, rendre le logement accessible en diminuant l'obligation d'acheter systématiquement un parking, autant partager cette possibilité de fonction. Je suis votre avocat et lobbyiste pour ça. Parfait, on vous engage. Goed, nog even terug naar die procedures, de digitale procedures. We hebben een vraag van Jean-Christophe gekregen. In het relanceplan zit er ook budget voor digitalisering. Gaat u dat gebruiken voor die digitale procedures op te voeren? Dat is nominatief zo opgenomen, dat geld gebruikt gaat worden om in eerste fase de hele procedure te digitaliseren en in tweede fase te automatiseren daar waar we kunnen. Voilà, maar dat is niet hetzelfde, hè? Digitalisering en automatisering. Nee, dat is waar. Maar dat is een duidelijk antwoord. Misschien nog eens terug naar misschien een ongelukkig nieuwtje van een aantal weken geleden. Het cyberveiligheidscentrum van de EU moest een nieuwe standplaats kiezen. Brussel was in de picture, maar is uiteindelijk niet gekozen. De oppositie was er natuurlijk niet tevreden mee. Hoe gaan we eigenlijk dat in de toekomst toch proberen te vermijden en toch die grote instellingen naar Brussel te halen? Of hebt u dat misschien liever niet? Dat kan natuurlijk ook. Maar wat is uw standpunt erover? Maar ik heb heel de campagne gedaan om samen met Vervoort om het naar Brussel te halen. Voilà. En we hebben ook de garanties trouwens gegeven aan de Europese Commissie rond 5G. Dus dat heeft daar geen bal mee te maken. Ja. En de reden, want we hebben het uiteindelijk wel gehaald tot de laatste twee. Hè, voor alle duidelijkheid. Het is niet dat wij meteen... er zijn twee redenen. De eerste reden is dat er toch bij de lidstaten een wil is om niet alles te concentreren in Brussel. Dat is een politiek waar lidstaten zeggen, voor agentschappen die niet onmiddellijk geïnkt zijn aan de commissie, raad, parlement, willen wij een decentralisatiepolitiek. Niet alles moet in Brussel. Dat is een wil van lidstaten die dat willen. Oké, dat is uw eerste hebboom. Tweede hebboom in deze was politiek. We moeten eens kijken welke landen tegen ons gestemd hebben. Zegt u maar. Ik ga er nu niet... maar je zult verschieten. Spanje heeft tegen ons gestemd. Naar het schijnt. Moet eens navragen waarom, hè? Dus het heeft niks te maken met Brussel as such. Ja. Het heeft niks te maken met Brussel, maar we hebben gezien dat in dat debat een paar traditionele steuners van Brussel ons niet gesteund hebben. Zo, en uiteindelijk is het in Roemenië beland, denk ik zeker, hè? Bulgarije, een van die landen waar je de vraag stelt, cybersecurity in zo'n land.
bonne chance. Hè? Maar goed, dat is een keuze die gemaakt is door en wij hadden inderdaad graag in Brussel gehad, omdat we ook de NAVO hebben. We hebben ook andere instellingen dat een mooie synergie kunnen geven. En we hebben alle garanties geboden, die moesten geboden worden. Dus het was helemaal niet dat we niet competitief waren, maar het was eerder een politieke beslissing. Dubbele reden. De eerste die ik zei, dat er toch een wil is tot decentralisatie. En twee, toch een iets wat andere... Ja, dus de diplomatie heeft u niet volledig gevolgd daarin of geholpen, dat is hetgeen wat ik begrijp. Hè. Maar buiten de Europese instellingen is eigenlijk binnen de regering een soort van beleid over het aantrekken van andere grote, het hoeven niet per se publieke instellingen te zijn, maar natuurlijk andere grote centra met veel uitstraling naar Brussel. Is daarover een beleid? Ja, en ik wil daar ook kortelings met de nieuwe, want het zijn al een paar maanden in functie federale regering om samen te zitten, dat Brussel samen met de federale regering daar een actieve politiek in voert. Je moet niet vergeten dat door de invoering van de functie van de commissaris voor Europa, die we ook naar internationale instellingen nu uitbreiden, dat ook heel onze relatie met de Europese Unie enorm verbeterd is. Ik kan de secretaris-generaal van het Europees Parlement bellen als ik wil. Ik kan de commissaris bellen als ik wil. Een paar jaar geleden was dat niet het geval. Terwijl nu wel die permanente dialoog is, die permanente contacten is, en dat we ook de problemen oplossen. Want soms zijn er problemen die daar ontstaan aan ozeleden, waar je dus vraagt, waarom moet ik tussenkomen om dat op te lossen. Maar we doen dat ook nu. En ze zien dat er een veel grotere respons is. Ik wil trouwens ook, die hele Europese wijk, daar werken we nu ook aan, moeten we een nieuw elan geven. Dat is ook een heel monofunctionele wijk. Ik denk dat daar de komende jaren ook aandacht aan besteed moet worden naar een gemengdheid en een smoel ook aan die wijk geven. Ja, absoluut. Julien had nog een vraag. Oui, on parlait tout à l'heure des défis de l'augmentation démographique et de la problématique de logement. Or, aujourd'hui, on sait qu'on a la chance à Bruxelles d'avoir énormément de réserves foncières en périphérie notamment. Vous avez évoqué qu'on manquait parfois de bâtiments iconiques et d'ambition. Pourquoi justement pas lancer, pendant votre quinquennat, ou je ne sais pas comment on appelle ça, un projet ambitieux comme l'a fait Paris avec Réinventons la métropole du Grand Paris, un vrai partenariat public-privé. Je prends à l'exemple de la métropole, on parlait de 52 sites avec des projets de 20 000 à 250 000 m², un peu à l'instar de ce qui se fait maintenant sur le site Josaphat, mais à l'échelle d'une région pour vraiment accélérer évidemment la mutation et faire en sorte que Bruxelles devienne cette métropole qu'on a tout ce temps attendue. C'est une des options qu'on a repris dans notre accord gouvernemental pour travailler, mais évidemment le Covid a intervenu pour lancer le genre d'opération comme ça, ce n'est pas le moment pour le faire. Mais l'idée est reprise dans notre accord gouvernemental. Ok. Pierre-Alain, oui, en fait, en lien avec ce que vous venez de dire, comment rendre Bruxelles attractif, c'est aussi l'aménagement du territoire. Alors, je sais que ce n'est pas votre compétence directe et vous n'exprimerez pas... On travaille bien ensemble. Mais ça va bien ensemble. Et effectivement, vous parlez de rénover le quartier européen pour le rendre davantage accessible. Mon premier réflexe, moi, c'est de dire, très bien, parlons des permis dans le quartier européen. Et vous savez, comme c'est extrêmement complexe avec le PAD, le Richtplan van Aanleg, qui ne voit pas le jour. Alors, on a fait un communiqué au gouvernement sur la problématique. Je sais que tout le monde l'a reçu, mais on n'a pas eu de réaction. Et les plans d'aménagement directeur sont vraiment un outil essentiel pour le développement immobilier de la région. C'est attractif pour le quartier européen, c'est attractif pour le quartier média, Reyer, et encore plein de quartiers qui peuvent effectivement se différencier, se rendre attractifs d'un point de vue international. Alors, même si ce n'est pas votre compétence, est-ce que vous poussez pour que ces PAD avancent? Parce que le secteur devient fou avec ces PAD. Je dirais peut-être moi aussi, puisque j'ai besoin de ce PAD pour délivrer les permis. Je travaille très bien ensemble avec Rudy, je pense que Rudy Vervoort est aussi conscient, mais c'est clair, je pousse aussi, et je pense qu'on doit rapidement prendre une décision en deuxième lecture sur le PAD Arlois, par exemple, puisqu'il y a quand même des projets dont certains urgents, qu'on va avoir une idée claire, qu'est-ce que va être dans le PAD, et je dis à Rudy qu'il est conscient qu'on doit avancer avec... ok, mais alors, où est le frein? Le quoi? Où est le frein, si tout le monde pousse? C'est consultation et parler, et parfois pas tout le monde... Il y a aussi là, dans les remarques qui sont introduites, beaucoup de remarques. C'est un constat que moi je fais aussi, chaque fois qu'on fait l'enquête publique, il y a plein de remarques, il faut répondre au moindre détail, sinon c'est après annulé par le Conseil d'État. Moi je trouve personnellement, et il ne faut pas mal comprendre, il faut la participation,
Mais je me demande si on n'était pas en train de trop juridictionnaliser tout, mettre tout dans les procédures infines, qu'à la fin, tout est retardé. Depuis que je suis entré dans la politique bruxelloise, et tout le monde qui me connaît, certains m'ont suivi déjà depuis des années, savent que dès le début, j'ai essayé d'agir contre un manque d'ambition en général dans cette région, mais aussi un manque de rapidité. There is no sense of urgency. Chez tout le monde, hein? Aussi le privé, hein? C'est pas seulement il ne faut pas dire c'est le public, et même chez les habitants parfois. Il n'y a pas une sense of urgency, et c'est compliqué dans cette ville de construire des coalitions of the willing. Je donne un exemple, si je peux, dans mon autre compétence, tram 9 à Jet. Tout prend beaucoup de temps à Bruxelles. Trop. Et il faut toujours, et au moment, j'ai constaté aussi, au moment que tu n'es pas là, les dossiers trop... je donne un exemple. Je vais vous donner un exemple. Le parc en face de Tour et Taxi, à côté du canal, le parc Bico. En 2008 et 2009, je fais grande bagarre avec le port de Bruxelles pour déindustrialiser et faire ça espace public. J'avais 10 ans trop tôt réseau, probablement. Je gagne ce combat. On lance un concours parc public avec piscine à ciel ouvert. Puisque la piscine à ciel ouvert était trop smette, ils ont dit on va annuler, mais on va garder le parc. 2009. On est aujourd'hui 12 ans plus tard, et le parc n'est pas encore là. Je pense que mon collègue Alain Marron va finalement faire le parc, je pense, dans cette législature. Mais pour un bête parc, à côté d'un canal qui est tellement intéressant, on a dans cette région besoin de 15 ans. Dans notre exemple, le pont sur le canal. En 2006-2007, je fais le combat. Je gagne le combat pour le pont. Je suis plus dans le gouvernement. En 2009, rien bouge. En 2014, je reviens dans le gouvernement, je fais le fouet, tout le truc. En 2017, finalement, les permis sont délivrés. Les travaux commencent par Bellerise, l'État fédéral, en 2020. Si moi, je n'étais pas là dans la législature précédente, il n'y avait pas encore des plans. Et ça, c'est pour moi la plus grande critique, la complicité juridique. Et tous les acteurs qui surviennent, et tous ces bruits autour de ça, fait que c'est compliqué d'avancer les dossiers. Non, mais la complexité, et là, on doit avancer. Moi, j'ai réussi dans certains projets, puisque vous dites, en moyenne, il y a 5 ans et demi, bientôt, j'espère, on va délivrer le permis pour un projet immobilier, que ça a pris peut-être 1 an et demi, de grande envergure, dans un bâtiment patrimonial. C'est possible, on peut avancer, il y a des autres exemples aussi. Mais ça dépend trop des hommes politiques. Et ça, c'est pour moi un appel, pas seulement la classe politique, mais aussi la classe du privé et de la société. Dans les 4 ans qui viennent, Bruxelles, privé, public, population, doit se mettre d'accord sur la manière qu'on va gouverner cette ville. 2024, si on veut oui ou non, va être une année d'une réforme de l'État. Et c'est clair, ils vont aller vers une régionalisation. Et par conséquent, c'est hyper important que nous, Bruxellois, sommes préparés et qu'on fait l'ordre à notre propre maison. Et ensuite, on peut dire à les autres régions, mais on est votre capitale. C'est une démarche qu'on doit faire ensemble. Il faut aller plus vite. Denkt u dat, want er is ook nog een vraag die net binnenkwam van Noël over de inderdaad institutionele toekomst van Brussel, en daarmee willen we eigenlijk vandaag afsluiten. Is er geen kans dat er meer en meer concurrentie komt tussen de gewesten, tussen de regio's? Het wordt wat bitser ook. We hebben natuurlijk het voorbeeld gehad van de kilometerheffing. Wat is eigenlijk uw visie op die institutionele toekomst en vooral die concurrentie tussen de regio's? Is Brussel er klaar voor, ik zal het zo zeggen? Maar die concurrentie is er al. Hè? En het probleem is dat onze financiële draagkracht beperkt is door het systeem in België. De Europese regel is dat je belastingen betaalt daar waar je werkt en niet waar je woont. Intra-Belgisch is de regel, je betaalt belastingen waar je woont en niet waar je werkt. Wat betekent dat mensen die hier werken, belastingen betalen in Vlaanderen en Wallonië. En theoretisch gezien zijn wij een rijke regio, maar de rijkdom wordt geëxporteerd naar het echte Brusselse gewest, dat de provincies Vlaams en Waals-Brabant zijn. Als je een analyse maakt van wat is een gewest, socio-economisch, socio-cultureel, is de oude provincie Brabant het Brussels of stedelijk gewest. En daar zit ook de rijkdom, dat is ook logisch. Alleen omwille van allerlei linguïstische geschiedenisredenen gaan we er nooit in lukken de komende jaren om het Brussels of stedelijk gewest te doen uitbreiden. Ja. En dus hebben we een institutioneel gewest, namelijk de 19 gemeenten. Maar in werkelijkheid is dat een stad. En die kan enkel maar bestaan in samenwerking met Vlaanderen en Wallonië. En dus wat moeten wij volgens mij doen als Brussel? Intern orde op zaken stellen in onze structuur.
meer efficiëntie, meer betere organisatie, op die manier ook geld winnen. En tegelijkertijd een nieuw pact met Vlaanderen en Wallonië, want wij zijn een toegangspoort. Toen ik met Jan Jambo, toch een belangrijk man, minister-president van Vlaanderen, in China was, heb ik die letterlijk horen zeggen, toen een journalist hem de vraag stelde, bent u hier om Vlaanderen te verkopen? Die zei, nee, want niemand kent Vlaanderen. Iedereen kent Brussel. Ik ben hier om Vlaamse producten te verkopen via Brussel. Ja, je had het wel goed begrepen, hè? Brussel moet de toegangspoort zijn, niet alleen tot Brussel, tot Europa, maar ook tot Vlaanderen en Wallonië. Wij moeten ten dienste staan van de 2 andere gewesten, omdat wij een hoofdstad moeten zijn. En dat betekent een samenwerking en dat betekent een volwassen manier. Als men dan zegt, ja, we gaan bedrijven delocaliseren, of administraties delocaliseren. Ja, je kunt zeggen, we moeten die allemaal hebben. Maar je zou ook een rationele vraag kunnen stellen. Wat is de toegevoegde waarde dat alle administraties hier zitten? En laat ons die hebben waar een toegevoegde waarde is dat die in Brussel zitten. Okay. En dus dat is ook een debat dat we zonder taboes moeten durven aangaan. Alleen stel ik vandaag vast dat debatteren in onze samenleving op basis van argumenten, these, antithese, synthese, het klassieke regeltje, van mening veranderen. Ja, een politicus die van mening verandert, dat is meteen een loser. Op basis van terwijl dat helemaal niet zo is, want als je nieuwe argumenten nodig hebt, brengt dat argumenten. En we moeten met z'n allen misschien ook eens durven zeggen dat we opnieuw op basis van argumenten echt moeten durven debatteren. Ja. En niet in clichés vervallen, want men vervalt te gemakkelijk in clichés. En clichés doden een debat. Heel goed, ik denk dat dat een hele mooie oproep is om af te sluiten. Hè. Brussel als toegangspoort voor de andere regio's, het intern op zaken stellen. En de sense of urgency heb ik goed genoteerd, meneer Smet. Ik denk dat u daar wel misschien een partner zal vinden, ook in BESI. Ik wil eigenlijk iedereen hier rond de tafel, in eerste plaats meneer Smet, bedanken voor zijn komst. Onze andere gasten, Pierre-Alain en Julien, ook bedanken. En jullie allemaal thuis bedanken voor jullie actieve participatie via de Facebook Live. Dit was de laatste sessie van de politieke debatten deze week. Graag tot de volgende keer en nog een fijne namiddag. Dank u wel. Dank u wel, bedankt.